Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Pascal Van Horn, papa de jumeaux et fondateur du blog Histoire de Papa, le blog positif et inspirant pour les papas, mais aussi pour les mamans. Dans la rubrique À vos agendas cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Le cochon, le renard et le moulin. Livre, le 16 mars dernier, je me suis rendu au Salon du Livre de Paris. À cette occasion, j'ai rencontré Sandrine Pondaven, co-gérante et directrice administrative des éditions Locus Solus, l'auteur jeunesse Tristan Pichard, Manon Bérébi, chargée de communication et community manager chez Joyvox, l'illustratrice Stéphanie Alastra et l'éditrice et auteure Caroline Trioro de la maison d'édition La Marmite à mots, Caroline Adelus, directrice des programmes de Canal J TJ, la chaîne du Père Noël et auteur du livre jeunesse Super Frisette, on a tous un super pouvoir, et Nébine Dominguez, auteure et éditrice de Paja Édition. Ils seront tous en interview dans Que faire des mômes. Dans la rubrique Invité, ils triomphent du mardi au samedi à 19h au théâtre de la Gaîté Montparnasse dans leur spectacle Imagine. Anthony Figueredo et Ndiad Zami, les vice-versa, seront en interview exclusive en fin d'émission. À présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Pascal Van Horn. Allô? Oui, bonjour Pascal Van Horn. Oui, bonjour Eric. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Alors vous êtes papa de jumeaux et fondateur du blog d'Histoire de Papa, le blog positif et inspirant pour les papas, mais aussi pour les mamans. Alors dites-nous un peu plus sur ce blog, comment est née cette idée? Alors en fait, je suis effectivement, comme vous l'avez dit, papa de jumeaux, un garçon et une fille, qui ont un peu plus de 2 ans maintenant. Et avant leur naissance, je me suis posé la question, plein de questions, je pense comme beaucoup de parents. Et donc j'ai voulu me renseigner sur la parentalité et j'ai trouvé que le sujet était quasiment uniquement porté, que ce soit dans la presse, dans les médias, dans les livres, par les mamans. Et moi, je ne me retrouvais pas sur cette approche de la parentalité. J'avais besoin de retrouver le regard d'un papa. Et j'ai trouvé ça bizarre, qu'il y ait un peu ce vide-là. Surtout qu'autour de moi, j'avais plein de pères qui étaient très impliqués. Et du coup, je me suis dit, mais alors, il manque quelque chose. Et voilà, j'avais envie de créer ce blog Histoire de Papa, qui avait pour vocation à apporter un regard de la parentalité, mais un regard de papa, de partager des histoires de papa inspirants, comme je les appelle. Et l'idée, c'est ça, c'est de contribuer un petit peu à ce mouvement qui peut contribuer à une société un peu peut-être équilibrée, où le rôle de la parentalité n'est pas juste porté par les mères, mais également par les pères. Alors quels sont les thèmes que l'on peut retrouver dans votre blog Histoire de Papa? Pour moi, c'était vraiment très important de ne pas parler uniquement de moi. J'avais vraiment envie de quelque chose qui était beaucoup plus large. Donc il y a une grosse partie avec des interviews de papas inspirants. Donc des papas inspirants, c'est quoi? C'est des papas impliqués qui vivent leur paternité différemment, qui s'interrogent sur leurs valeurs, ce qu'ils souhaitent transmettre. Également, et ça j'en étais vraiment surpris, de plus en plus de papas qui essayent de concilier leur job et leur rôle de parent. Donc comment arriver à concilier, trouver l'équilibre entre moi papa et moi mon job. Et donc du coup j'interviewe beaucoup de papas, donc je pense à Ronan par exemple qui a tout quitté pour faire un tour de France avec sa femme et ses enfants en camping-car. Mais je pense aussi à Maxime qui est un commercial dans le sud de la France et qui a à la naissance de son fils décidé de négocier avec son patron de plus faire de déplacements parce qu'il voulait être là présent à 16h30 pour récupérer son enfant à la crèche. Donc voilà, donc plein d'histoires de papa, hein, il y en a plein sur le blog, et je trouve que ça casse un peu les codes, ça montre qu'il y a une autre façon de faire, et l'idée c'était de pouvoir se dire, eux l'ont fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Donc c'est vraiment cette histoire un peu d'inspirer. Il y a une rubrique sur des experts, des interviews d'experts.
L'idée, c'était là aussi d'avoir un regard peut-être un petit peu différent. C'est-à-dire, moi, mon regard de papa qui est différent, il n'est pas mieux, il est juste différent de celui d'une maman. Et donc voilà, et d'avoir des interviews d'experts sur des sujets qui me tiennent à cœur. Alors j'ai par exemple fait l'interview d'un pédopsie qui est spécialisé et passionné dans les stéréotypes de genre. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est clé pour moi dans la société, en tout cas dans l'éducation que je veux transmettre. J'ai fait l'interview de Marjorie Dana qui est spécialisée sur les outils relationnels. J'ai rencontré une spécialiste de la méditation de pleine conscience pour les enfants, donc c'est assez très intéressant, c'est incroyable. Un spécialiste de massage pour les bébés. Voilà, donc l'idée c'est à chaque fois plein de spécialistes et plein d'experts, mais qui donnent vraiment des clés concrètes et positifs qui peuvent servir à tout le monde. L'idée c'est pas de rester juste philosophique, mais d'être vraiment sur des solutions concrètes. Et enfin il y a une dernière partie qui est pour le coup plus moi mes expériences. Oui. Ce que je vis avec mes enfants. Alors du coup avec des jumeaux c'est presque une double expérience. Voilà. Et l'idée c'est ça, c'est d'essayer de raconter, de transmettre et de transposer encore une fois avec des actions très pratiques dont chacun peut se servir et chacun peut s'en inspirer dans son quotidien. Voilà. Moi je dis souvent qu'on n'a pas toujours le choix des événements, mais qu'on a toujours le choix de comment les vivre. Et c'est un peu ça que j'essaye de transmettre. Pour moi, par exemple, c'est important pour moi que mes enfants soient pas devant les écrans et lisent beaucoup. Donc voilà, donc j'ai fait par exemple un article sur les petites astuces qui peuvent aider les parents à amener les enfants à la lecture. Sur comment avoir une bonne relation avec sa nounou. La nounou, c'est quand même quelqu'un d'important, c'est un vrai partenaire de la famille. Voilà, les petites astuces que j'en ai appris et que j'ai envie de partager. Voilà, c'est cette idée-là. Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Pascal Van Horn, pour en savoir davantage sur le blog Histoire de Papa. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes chers auditeurs, vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Pascal Van Horn du blog Histoire de Papa. Pouvez-vous nous donner un exemple de conseils dont sont friands vos lecteurs? Alors, il y a beaucoup en fait tourné autour de l'approche un petit peu positive. Et ça, c'est vrai que moi, c'est la façon dont j'appréhende les choses. Et c'est ce que j'essaye effectivement de transmettre. Donc à la fois positif et non culpabilisant. Moi je trouve que le sujet de la parentalité il est vite culpabilisant. Et par exemple, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise avec ses enfants. Moi par exemple, quand j'ai mon fils ou ma fille qui veut traverser seul la route, mon approche c'est pas lui dire non tu peux pas, c'est non tu ne peux pas encore le faire. L'utilisation du mot encore qui sous-entend que c'est pas qu'il est pas capable, c'est qu'il est pas capable aujourd'hui, mais qu'il le sera demain. Et d'ailleurs sur le blog j'ai mis à disposition, j'ai créé un petit cahier du super papa positif qui reprend plusieurs de ces astuces. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous proposez des mises en action et des exercices pour devenir un super papa. Qu'est-ce que c'est qu'un super papa? Grande question. Je pense qu'un super papa c'est un papa qui s'interroge sur lui. C'est un papa qui s'interroge sur mais je suis qui je suis moi et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en termes de valeurs. En termes de messages, de philosophie de vie, d'approche de la vie. Je pense qu'un super papa, c'est quelqu'un qui vit pleinement son rôle de papa. Alors, c'est pas tant une histoire de temps, chacun a ses contraintes, donc l'idée, c'est pas de se dire je passe X heures avec mes enfants, chacun fait comme il peut, en fonction de sa vie, en fonction de ce qu'il est. Mais c'est par contre, quand je suis là, je suis vraiment là, je suis pleinement là. Est-ce que c'est comme ça qu'on devient un super papa? C'est effectivement de sortir des schémas classiques, de rencontrer, justement de lire, de s'inspirer. C'est aussi pour ça que moi j'ai fait ces portraits de super papa. Moi je sais que je me nourris beaucoup de tous ces gens que je rencontre, de tous ces papas que je rencontre. Et je pense, et c'est l'idée du blog, c'est ça, c'est de retranscrire ces vies de papa qui vivent encore une fois différemment. Et de se dire après tout, moi aussi je peux le faire, moi je peux prendre ça. Et je pense qu'effectivement sortir du schéma éducationnel dans lequel on est pour se dire on peut faire différemment, on peut casser les codes. Par exemple sur le côté alignement de job et papa. C'est incroyable, moi je reçois énormément de témoignages de pères qui me disent mais moi aussi, à la naissance de mes enfants, parce que moi ça a été mon choix de vie, j'ai quitté mon job pour trouver un job qui me permette d'avoir plus de temps et qui soit plus en alignement avec ce que je suis, avec mes valeurs, pour être vraiment la bonne personne et donc le bon papa. Alors vous me parliez tout à l'heure du cahier de super papa positif, alors quelques mots sur ce cahier, dites-moi un peu plus. Alors c'est effectivement j'y mets 5 astuces
qui sont vraiment des astuces très pratiques et très opérationnelles, que chacun peut vraiment mettre en place chez soi. Donc je vais pas tout dévoiler, il faut qu'il reste un peu des surprises, mais c'est effectivement l'idée d'utiliser des mots qui sont positifs et qui construisent. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de dire tu peux pas le faire encore. C'est une astuce de célébrer les choses. Je trouve que on est dans notre quotidien, on est embarqué dans notre quotidien et on oublie parfois de célébrer les petites choses, les premiers pas, les premiers mots, les premiers dessins, et c'est de poser et de prendre le temps de se dire waouh, c'est cool, t'as fait ça, bravo. C'est alors quand les enfants sont un peu plus grands, c'est l'idée de mettre ce que j'appelle moi une boîte à kiff. Une boîte à kiff, c'est tous les soirs en fait on se raconte le bon moment de la journée, le moment d'apprentissage, le moment drôle, le moment fun, juste le moment de plaisir. Et en fait, juste de poser les mots et de l'écrire. Et ça permet de donner une dynamique effectivement très positive dans la famille. Et ça change un peu la donne dans le quotidien. Alors, il y a un sujet que vous traitez dans un article qui m'a particulièrement intéressé. C'est comment rendre la relation parent-enfant plus harmonieuse. Quelles sont les clés ? Alors, une des clés, c'est de sortir un peu de cette dimension de pouvoir que le parent peut avoir sur l'enfant. C'est-à-dire que c'est pas toi contre moi, c'est toi avec moi. Alors ça veut dire d'avoir une approche qui soit vraiment sur de l'amour et sur de la bienveillance et qui soit pas sur de la peur. Finalement, on se rend compte que un enfant, par exemple, on se balade en forêt avec l'enfant et le parent va dire mais mets-toi-en, tu vas avoir froid. Et en fait, on se pose pas la question de est-ce que l'enfant il a froid. Ça se trouve il joue, il court dans la forêt, il a pas forcément froid. Et en fait, là, ce que ça exprime, c'est une peur. Et donc du coup, le parent il prend un peu position, il domine l'enfant en disant tu dois faire ça. Sauf qu'en fait, on peut se poser la question différemment, en disant mais est-ce que tu as froid? Et sache que si tu as froid, le blouson il est là, tu peux le mettre et voilà. Et c'est une façon de fonctionner qui est complètement différente. Et on est là sur les notions de ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente, et qui permet effectivement d'apaiser les choses et de pas être dans ce rapport de pouvoir de domination parent-enfant. Alors, Histoire de papa, c'est un blog, mais c'est aussi un livre. Effectivement, l'année dernière, j'ai souhaité sortir un livre que j'ai auto-édité sur Amazon. L'idée, c'était de se dire, de proposer un support différent. Et en fait, le livre Histoire de papa, c'est 13 portraits de papas inspirants, qui ont tous des parcours très différents. Donc, il y a des papas, il y a un papa qui a adopté plusieurs enfants, il y a un papa qui est un papa solo, il y a un papa d'ado, il y a plein d'histoires de papas très différents qui ont une approche encore une fois très impliquée dans ce que j'appelle des papas inspirants. Et j'avais envie effectivement de proposer cet outil et ce support un petit peu différent pour que chacun puisse trouver les clés. Je vous remercie Pascal Van Horn, merci beaucoup. Merci Eric, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur le blog Histoire de papa, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmoms.fr. À présent, c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? À noter dans vos agendas côté cinéma, un film d'animation sorti le 6 mars dernier pour les tout petits d'une durée de 50 minutes, Le cochon, le renard et le moulin. Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le renard. Découvrons ensemble la bande-annonce. Le cochon, le renard et le moulin, un film à découvrir en famille au cinéma. Votre rendez-vous 100% famille Que faire des mômes continue dans quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Livre à présent. Que faire des mômes ? Je me suis rendu le 16 mars dernier au Salon du Livre de Paris, l'occasion pour moi de rencontrer quelques auteurs et éditeurs de livres pour le jeune public. Je reçois à présent Sandrine Pondaven, Tristan Pichard, Manon Bérébi, Stéphanie Alastra, Caroline Trioro, Caroline Adelus et Nébine Dominguez. Bonjour Nébine Dominguez. Bonjour monsieur. Alors vous êtes auteure et également éditrice de la maison d'édition Paja Édition. Comment est née cette idée ? Mais écoutez, cette maison elle est née parce que j'ai un petit garçon qui a 15 ans maintenant. Et il y a une dizaine d'années,
il est né polyhandicapé. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à vouloir lui lire les contes du soir. Et je cherchais des histoires qui s'adressent à tous. Des histoires de princes, de princesses, de super-héros, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que dans aucun de ces livres, je voyais de petits copains en situation de handicap comme lui. Alors, moi, je me suis dit, je vais les faire, ces petites histoires. Quelle est l'actualité en ce moment de la maison d'édition ? Alors, l'actualité, notre nouveauté, on en a deux. La première nouveauté, ça va être le Kikinosaure. Et puis la deuxième nouveauté, ça s'appelle Super Frisette. C'est Caroline Adelus, la directrice des programmes de Canal J, TJ et de la chaîne du Père Noël qui publie chez nous. Je vous remercie Nébine Dominguez, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Caroline Adelus. Bonjour. Alors vous êtes responsable des programmes sur plusieurs chaînes, TJ, il y a également Canal J. Oui, et la chaîne du Père Noël. Et la chaîne du Père Noël. Et puis là, c'est autrice d'un livre pour enfants qui s'appelle Super Frisette. On a tous un super pouvoir. Alors parlez-moi de ce livre. Alors ce livre, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre chez lui un soir, comme parfois ça arrive à nos enfants, avec plutôt le moral dans les chaussettes, si on peut dire. Il a constaté qu'il y avait des petits copains qui avaient des lunettes qui permettaient de voir à travers les murs, des chaussures qui clignotaient, qui permettaient de courir vite. Et lui, il n'a pas de gadget, pas d'accessoires. Donc il rentre un peu désespéré. Jusqu'au moment où, au moment du coucher, sa maman va lui confier que lui aussi, il a un super pouvoir. Il va aller le vérifier sur son papa parce qu'il n'est pas tout à fait crédule. Et puis dès le lendemain, il aura l'occasion de le mettre en action à l'école. Et donc il va devenir Super Frisette. Alors d'un quasi paria de la cour de récré, il va devenir le petit héros de la journée. Donc voilà. Je vous remercie Caroline Adelus, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonjour Sandrine Pandaven. Bonjour Eric. Alors vous êtes co-gérante, directrice administrative et commerciale des éditions Locus Solus. Vous êtes en ce moment sur le Salon du Livre. Alors comment se passe ce salon 2019 ? On est content de venir comme tous les ans au Salon du Livre de Paris. Ça nous permet nous de sortir un petit peu de notre région, la Bretagne, et puis de voir du public, rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des partenaires. Et puis c'est vrai qu'en édition jeunesse, on a de plus en plus de titres à défendre, de plus en plus d'auteurs. Et puis on présente une nouvelle collection là qui vient de paraître, qui s'appelle La Table Ronde, et bien sûr qui parle d'Arthur, Merlin, Morgane, mais qui évoque surtout leur enfance. Voilà, lorsqu'ils étaient petits, avant de devenir le grand magicien, le grand roi qu'ils étaient, ou la magicienne qui était Morgane, comment ça s'est passé leur enfance et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont ensuite. Quels sont les auteurs qui sont en dédicace sur ce salon ? Alors en auteur, en ce moment, on aura donc Tristan Pichard qui est auteur de livres, de romans, la collection Les Petits Cirés ou encore la collection Les Enquêtes de John Duff ou des différents contes. Et puis Christelle Le Guen, donc qui est l'illustratrice de cette collection de La Table Ronde dont on est très content de rééditer là en ce moment. Je vous remercie Sandrine Pandaven, merci beaucoup. Merci Eric. Bonjour Tristan Pichard. Bonjour Eric. Quelques mots sur le Salon du Livre. Quel est l'accueil des lecteurs, de vos lecteurs ? Alors ce qui est plaisant, c'est que je viens chaque année et de plus en plus, il y a des lecteurs que je revois qui viennent chercher les suites des collections. Alors qu'au début, évidemment, ils ne me connaissaient pas. Donc c'est bien une petite notoriété qui est en train de se faire. Donc c'est agréable. Vous travaillez déjà sur un prochain livre ? Ah bah toujours. Là, je suis en train d'écrire le Time Zone 3, qui s'appellera Le Château des Limbes, qui sortira en septembre prochain. Et puis j'ai une biographie de Mozart qui va sortir chez un autre éditeur, chez Pulp Fiction, au mois d'octobre. Je vous remercie Tristan Pichard. Bonjour Manon Bérébi. Bonjour. Alors vous êtes chargé de communication et community manager chez Joyvox. Parlez-moi de Joyvox. À l'origine, c'est un label de musique pour les enfants qui a été créé vers 2012 et qui devient depuis quelque temps une maison d'édition de jeunesse avec la création de livres CD et de livres audio pour les enfants. Quelle est l'actualité en ce moment ? Quels sont les livres qu'il faut lire chez vous ? Alors, nos livres, ils sont à lire et à écouter. Nos grosses actualités, c'est les animaux musique, donc des chansons à écouter avec vos enfants pour l'éveil musical. On est soutenu par l'association d'éveil musical Marie-Jaëlle Montessori et ça permet aux enfants de s'ouvrir au monde grâce à la musique. Je vous remercie Manon Bérébi, merci beaucoup. Bonjour Stéphanie Lastra. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes illustratrice, entre autres pour la maison d'édition Marmitamo. Alors quelques mots sur vos illustrations, mais également sur le Salon du Livre où nous sommes actuellement. Alors en fait, moi j'utilise beaucoup, je fais des illustrations numériques. Donc je fais mon dessin de base est à la main et la mise en couleur se fait par ordinateur. Voilà, pour un gain de temps et puis une facilité. Enfin bon, maintenant je suis assez à l'aise dans ce mode de technique, on va dire. Quelle est votre actualité en ce moment ? On a un livre qui va paraître aux éditions de la Marmite justement, qui s'appelle Mutine, qui a été écrit par Jérémy Sommet
et donc édité par Caroline Trioro, donc au sein de la Marmite à mots. Et donc ça va être un mini-roman. Une petite fille qui est assez insupportable à la base, enfin elle est très capricieuse. Et en fait, elle va arriver dans un espèce de monde parallèle et ça va la changer. Très bien, je vous remercie Stéphanie Alastra. Je vais passer la parole maintenant à Caroline Trioro. Donc Caroline Trioro, vous êtes éditrice et auteure à Audition La Marmite à Meaux. Quelques mots sur la maison d'édition. Alors c'est une maison d'édition qui a été créée il y a maintenant 4 ans, spécialisée en jeunesse. Et notre ligne éditoriale, c'est de lire en s'amusant et grandir en lisant. Donc on essaye d'apporter, de transmettre des choses aux enfants à travers le livre tout en développant leur imaginaire. Quelles sont vos actualités pour la jeunesse en ce moment ? Alors on attend avec impatience la sortie d'un album dont le texte est écrit par Soprano, illustré par Aude Léonard qui est une grande photographe du Sud. Et nous avons aussi, comme l'a dit Stéphanie, de nouveaux romans croque-pouce qui vont pas tarder à sortir aussi et qui sont adaptés dyslexiques. Très bien, je vous remercie Caroline Trioro, merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue. Je recevrai en exclusivité Anthony Figueiredo et India Zami, les vice-versa pour Imagine leur spectacle dans lequel ils triomphent en ce moment à Paris. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. Il triomphe en ce moment au Théâtre de la Gaîté Montparnasse du mardi au samedi à 19h dans Imagine. Anthony Figueiredo et India Zami, les vice-versa, sont mes invités. Bonjour les vice-versa. Salut, ça va ? Ça va, vous aussi, vous êtes en forme ? On est en forme. Alors votre actualité, c'est Imagine en ce moment au Théâtre La Gaîté Montparnasse. Avant de présenter le spectacle, parlez-nous de vous. Comment votre duo est né ? Le duo, il est né comment ? Je pense qu'on est tous les deux passionnés de scène et de spectacle. Et on s'est rencontrés, nous on ne croit pas vraiment au destin, mais ni au hasard. On va laisser les gens, on pourrait faire un autre sujet là-dessus je pense. On s'est rencontrés comme ça, c'est la vie qui a fait qu'on s'est rencontrés tous les deux. Et on partage la même passion pour le spectacle et ce qu'on veut mettre sur scène. Et on a décidé d'en faire un spectacle. C'est un peu ça notre rencontre, je pense. Il paraît que vous êtes rencontrés chez Disney, c'est vrai ça ? Tout à fait, je pourrais même dire, on s'est même rencontrés dans une soirée un peu peut-être arrosée ou pas. Non, ça reste quand même familial, donc bien sûr que nous n'étions pas alcoolisés. Tout à fait. On avait certainement bu un peu trop de grenadine, trop de sucre. Le sucre peut amener un peu à la folie aussi. Ça par contre c'est véridique. On s'est rencontrés dans une soirée, vraiment, et c'était une soirée dans un appartement, il y avait un bar une cuisine à l'américaine, voilà, séparée par un bar. Et moi je me tapais un délire derrière le bar où on connaît tous les faits, où je faisais l'escalator ou les escaliers le bar. On se connaissait pas, lui de loin. La soirée rapproche les gens, la musique rapproche les gens et la grenadine rapproche les gens. Et c'est comme ça que le duo est né. C'est vrai Anthony que vous êtes né le même jour que Walt Disney ? Oui, non, c'est vrai. Ouais, le 5 décembre. Alors pas la même année. Sinon ça ferait de moi quelqu'un d'assez âgé et de très en forme pour mon âge. Mais le 5 décembre, le 5 décembre, monsieur Walt Disney. Et ce qui est marrant, pour l'anecdote, vu qu'on parle de Walt Disney, c'est un monsieur qui a dit, c'est en imaginant les choses qu'elles peuvent un jour devenir possibles. Et c'est notre créneau, quoi. Et sans le savoir, comme India vient de le dire, en fait, on prône un peu ce côté imaginaire et le côté réaliser ses rêves. Et ouais, comme quoi la vie, des fois, alors destin, hasard, astrologie, l'alignement des planètes, j'en sais rien. Il y a quand même des choses qui font que des fois dans la vie. Voilà. Alors vice-versa, pourquoi ce nom ? Vice-versa, parce qu'en fait pour nous ce qui ressort des vice-versa, c'était la réciprocité inversée. C'est-à-dire que je peux être lui et lui peut être moi et inversement. On peut être d'accord, on peut pas être des fois pas d'accord et vice-versa. C'est ça. Moi je vais vous donner une petite citation et ça c'est vrai encore une fois. Vous allez voir, on va vous dire plein de choses vraies. heureusement. Non, un jour, non, ça c'est vrai. Charlie Chaplin a rencontré Einstein un jour. Et Einstein s'est adressé à Charlie Chaplin et lui a dit « C'est quand même dingue, monsieur Chaplin, tout le monde vous connaît dans le monde alors que vous dites pas un mot. Tout le monde vous comprend alors que vous ne dites pas un mot. » Et Chaplin a répondu à Einstein « C'est quand même marrant parce que monsieur Einstein, tout le monde vous connaît alors que personne vous comprend. » Et en fait, je pense qu'ils étaient admiratifs l'un de l'autre et vice-versa, nous c'est un peu ça. On est complémentaires sur scène. Je vais en revenir sur Charlie Chaplin parce que c'est un de vos modèles, il fait partie de vos modèles. Complètement. Ouais. Charlie Chaplin. Buster Keaton. Ouais. En fait, pourquoi Charlie Chaplin, et je pense qu'India tu seras d'accord avec moi, c'est un peu le mélange de la perfection artistique. Parce qu'il y a un fond sociétal, il y a un engagement. Il dit pas un mot et on le comprend. Il a aussi fait des films parlés
comme le dictateur. Et puis, il a marqué pas seulement l'histoire du cinéma, mais l'histoire de l'humanité, en fait. Et donc, que quelqu'un vienne nous dire aujourd'hui, oui, Charlie Chaplin, c'est incroyable l'impact qu'il a eu et qu'il a encore. Et c'est devenu une référence pour tous les gens du cinéma, les réalisateurs, les artistes, la politique. Parce qu'il était engagé politiquement aussi. Donc c'est une grosse influence, quoi. Quels sont vos points communs ? Points communs On aime bien manger. Non, les points communs, c'est la passion d'être sur scène, de faire partager notre univers. Le côté partage, je pense. Anthony, si je vous demande de présenter NDI. Ndiaye, quelqu'un de très spontané. On dirait un speed dating. Vous, jante féminine qui écoutez ce que je suis en train de dire, si vous avez envie de tomber sous le charme d'Ndiaye, c'est quelqu'un de très spontané, qui peut vous surprendre avec le rire, l'humour. Ndiaye, quelqu'un d'authentique aussi, qui triche pas et qui l'est comme il est. Et ça paraît banal comme je le dis, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, des gens qui sont eux-mêmes et qui ne cherchent pas à être perçus différemment ou essayer de faire autrement pour être apprécié des autres, je pense que c'est de plus en plus rare et c'est ce qu'Ndiaye est. Ndiaye, comment vous présenterez Anthony ? Je suis assez fasciné parce que c'est quelqu'un de vraiment talentueux. Imagine, c'est le nom de votre spectacle dans lequel vous triomphez du mardi au samedi, tous les soirs à 19h au théâtre à la Gaîté Montparnasse. Quelques mots sur le spectacle. Imagine, pour nous, au-delà du spectacle, c'est une invitation au public et au grand public, parce que c'est vraiment pour toutes les générations, ce spectacle. Donc ça, c'était notre premier challenge. Et le deuxième challenge, c'est que les gens sortent de la salle et se disent « Mais moi aussi, en fait, j'ai ce petit truc à l'intérieur que j'ai envie de réaliser. J'ai plus envie de l'imaginer, j'ai envie de le concrétiser. » Et ce spectacle-là, pourquoi il nous tient à cœur ? Parce que c'est une partie de nous sur scène qu'on partage avec le public. Donc c'est au-delà du rire, c'est le message qu'il y a dans ce spectacle-là. C'est deux potes qui ont un travail lambda dans un bar, et puis il y en a un qui dit j'en ai marre d'être ici et viens, on monte ce spectacle. Et c'est vrai que qui n'a jamais rêvé de ça, que genre de partir d'un rêve et de foncer, de concrétiser, quoi. Donc du coup c'est vrai que on s'est dit pourquoi pas jouer notre spectacle à Paris, même carrément jouer à New York, ce serait le rêve, quoi. Alors c'est Régis Truchy qui signait la mise en scène. Comment vous avez travaillé ensemble et quel metteur en scène est-il ? Je pense qu'on a aimé et on aime travailler avec lui parce qu'on se rejoint sur le côté un peu la part d'enfant et d'enfance qui sommeille en nous. Lui il l'a encore et pourtant il est plus âgé que nous. Bon, c'est pas un vieux monsieur non plus, mais il est plus âgé que nous. Régis, si tu entends, tu es plus âgé que nous. Et il a encore cette part d'enfant et cette part de spontanéité et d'innocence qui est très dure à faire transparaître sur scène. Parce que du coup, il y a le côté théâtral qui fait que le spectateur veut quelque chose d'un peu plus cérébral, d'un peu plus dans les mots, dans le texte, dans le côté réfléchi. Et attention, c'est pas parce que notre spectacle est un spectacle qui parle à la part d'enfant de chacun que c'est un spectacle qui est plus léger, au contraire. Et donc on s'entend avec Régis Truchy sur ce côté-là, sur l'émotion qu'on a envie de faire dégager, sur notre spontanéité sur scène. Que faire des mômes continue toujours en compagnie des vice-versa, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder, Anthony Figueiredo et Ndiaye Zami, les vice-versa sont mes invités. Alors, puisque vous parlez d'enfants, ça tombe bien parce que le soir où je suis venu, il y avait plein d'enfants. Ils étaient à fond. Comment vous expliquez ça ? On parlait de Régis Truchy avant, et ça rejoint un petit peu les deux questions. Ça veut dire que quand un enfant joue dans sa chambre, ou quand nous on s'est retrouvés à jouer dans notre chambre petit, on se moquait un petit peu de si ça allait être drôle, si ça allait être percutant, pertinent. On est sincère quand on joue avec une petite voiture et qu'on est enfant. On est vraiment convaincu par ce qu'on fait. On se crée un univers, quoi. C'est ça. Et je crois que c'est ce qu'on fait avec Régis Truchy. Et c'est en ça que les enfants aiment ce qu'on fait. C'est parce que quand nous, on s'amuse sur scène, on n'essaie pas de se dire « est-ce que ça plaît ? Non, on s'amuse à 100% et de façon la plus authentique sur scène. Et donc c'est en ça que les enfants se retrouvent en fait. Et ce côté cartoon aussi, ce côté un peu genre imaginaire, que les enfants se retrouvent, quoi, aussi. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que les parents et les grands-parents aussi peuvent se retrouver. En tout cas ceux qui sont nostalgiques de leur enfance. Il a réussi à nous donner ce côté poétique qu'on n'avait pas dans le spectacle. Qu'avant, dans le premier spectacle, où on était plus dans la performance, genre la synchronisation, genre on enchaînait, mais il y avait pas autant d'émotion qu'il y a maintenant dans le spectacle, où c'est vrai que grâce à Régis,
nous a apporté ce côté poétique. Alors sur scène, vous êtes hyper synchro. Combien d'heures en amont ça demande de travail? Des années, on peut dire, pour en arriver. C'est des années d'heures. De pratique. Des années de pratique. Ouais. Commencer avec une idée, après faire tout un sketch, le perfectionner et après le faire sur scène, etc. Enfin, ça demande vraiment des années. Puis après, c'est vrai qu'on a cette complicité, donc on se comprend rapidement. Donc c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir un résultat qui nous satisfait, mais c'est des années de pratique, quoi. On va prendre l'exemple d'athlètes, toutes disciplines confondues, les athlètes peut-être à haut niveau. On va parler des Jeux Olympiques, parce que nous on est quand même aussi passionnés de sport tous les deux, Ndiaye de foot et moi d'athlétisme. Ils ont eu un talent à la base, mais s'ils s'étaient arrêtés là et qu'ils n'avaient pas développé leur talent et leur niveau, ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont aujourd'hui. Nous c'est la même chose. On avait déjà peut-être des prédispositions, mais on travaille au jour le jour pour s'améliorer, nous en tant qu'artistes et nous dans le spectacle. Comme des sportifs, on travaille sans cesse, vraiment. Donc il n'y a pas de limite, on fait ce qu'on aime faire sur scène, quoi, tout simplement. Donc tout ce qui est bruitage, mime, la danse, le chant, donc on ne se met pas de barrière, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un numéro que vous aimez particulièrement jouer? Moi perso, petit coup de cœur pour New York, New York. On fait vraiment voyager les personnes dans New York, genre... Voilà, puis avec le nouveau numéro avec l'écran, c'est parce qu'on a toujours rêvé d'avoir un numéro avec une projection, et là on l'a, quoi. Et on n'est pas allé jusqu'au bout, je pense. Ouais, il y a le voyage, parce que ce numéro-là, New York, c'est un mélange de voyage, d'accomplissement de nous-mêmes, parce qu'on s'imagine être à Broadway, puis on aimerait vraiment un jour aller jouer à Broadway, forcément. Quel numéro j'aime jouer Alors bizarrement, moi des fois c'est même pas un numéro qui va me plaire, c'est plus le rapport qu'on va avoir au public. Quand on arrive à créer des moments uniques avec le public. Donc ça c'est des choses qui ne sont pas écrites. Vous voyez, c'est ça, c'est les imprévus aussi. Parce que c'est interactif également. Et vous faites monter quand même personne du public sur scène et c'est très très drôle, ce passage-là aussi. Ouais. C'est marrant parce que souvent les spectateurs à la fin ils viennent nous voir, ils font mais c'était une comédienne. Et non, chaque soir c'est Ndiaye qui choisit quelqu'un au hasard. Et donc moi je lui fais confiance. Donc lui il faut qu'il ait le flair quand même, le nez. Parce qu'on choisit quelqu'un au hasard, mais il faut quand même sentir un peu l'énergie de la personne, quoi. Si c'est quelqu'un qui est fermé depuis le début du spectacle, on va éviter de la faire monter sur scène. Si c'est un enfant de 2 ans, on va éviter de le faire monter sur scène. Si c'est une grand-mère en chaise roulante, on va éviter de la faire monter sur scène. Donc j'aimerais bien. Donc c'est vrai que chaque soir, nous, on se dit, ok, qu'est-ce qui nous attend? Donc souvent, les gens ils disent, quand même, elle était douée, cette personne. Elle s'y attendait pas, mais sachez que nous non plus, on s'y attend pas. Alors, comment vous imaginez votre duo dans les années à venir? Bonne question. On aurait tout explosé. Un empire. Ouais, non, là-dessus on s'entend. C'est que nous, comme on l'a dit avant, on essaie vraiment d'imposer notre univers. C'est même pas d'imposer en fait, c'est qu'on essaie de faire voyager les gens. Et on espère vraiment du fond du cœur que notre univers va parler au grand public. Ouais, qu'on soit à la mode, que le mime soit à la mode, quoi. Charlie Chaplin à l'époque, il s'est pas dit il faut que je sois à la mode. Il faisait les choses parce qu'il aimait les faire et il les faisait avec son cœur. Et nous, c'est ce qu'on fait avec ce spectacle-là et avec ce qu'on crée, que ça soit sur scène, en vidéo, ou peu importe, ou même là ce qu'on est en train de dire. Et dans la mesure où on fait les choses avec notre cœur, on y croit fortement que ça va parler au public, tout simplement. Voilà. Dans quelques minutes, vous allez entrer en scène. Oui. Est-ce que vous avez un rituel avant de rentrer en scène tous les deux? Nous sommes les individus les plus désorganisés du monde. Ouais. On devrait s'échauffer, la voile, la 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 la, mi. Oui, le spectacle s'appelle Imagine. Et on pourrait vous dire, imagine un jour on s'échauffe, imagine un jour on se prépare, imagine on se met en condition. Genre 10 minutes avant, on parlerait de genre, qu'est-ce qu'on doit faire comme vidéo, qu'est-ce qu'on doit écrire comme sketch dans la radio, enfin... les gars, dans 2 minutes, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Je crois que alors là, pour le coup, comme un enfant, on a cette insouciance-là, voilà. On a cette insouciance avant de monter sur scène. Comme un enfant, il va pas prévoir la minute d'après. Lui, ce qu'il vit, c'est l'instant présent. Exactement. Et nous, on vit l'instant présent. C'est ça notre rituel. Merci de vice-versa. Merci beaucoup. Merci. Et que faire des mômes? Je sais pas, moi. La 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 la. Jingle. Que faire des mômes? Que faire des mômes? I don't know. Yeah. À l'international, ça ferait What am I supposed to do with my child? I don't know. What am I supposed to do? I don't know. Yeah.
Les vice-versa imaginent un spectacle à découvrir en famille du mardi au samedi à 19h au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site Que faire des mômes et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye!